Hello Germain, how do you do? Do you do Saint-Tropez? Tadadadam. Germain, dans quel état d'esprit est-ce que je te trouve à Twin Lakes? L'excitation est à son comble? Oui, écoute, Le hook qui vient du cœur. Le hook de consternation. voilà, c'est beau. Oui, l'excitation, non. Je dirais que le côté paisible, La sérénité d'un homme. voilà, est renforcé ici à Toon Lake. Germain, j'ai à peine la force de le dire, mais c'est l'heure du redouté 6e et dernier épisode de Oui, Heavy. mais jamais Beaucoup d'eau à 607, comme le proverbe le dit. Exactement, et comme la voiture également Voilà. de la marque Peugeot. Ouais. Beaucoup d'eau a coulé sous beaucoup de ponts, depuis que nous nous sommes parlé. C'était il y a une grosse dizaine de jours. On était alors à quelques jours de Hard Rock, une course dont on va vraisemblablement parler aujourd'hui, même si tu vas sûrement vouloir me faire parler de la Western à un moment, mais n'insiste pas, on est bien là pour parler de la Hard Rock. Germain, c'est le petit moment éphéméride du podcast. Aujourd'hui, on est le 17 juillet et c'est le World Emoji Day, qui est la fête non officielle des emojis, qui est célébrée depuis 2014. Est-ce que tu pourrais juste me faire une imitation de ton emoji préféré, celui que tu utilises le plus couramment, celui pour lequel tu as un petit coup de cœur quand tu écris sur L'emoji WhatsApp? physique ou une imitation physique ou une imitation verbale? Oui, alors tu peux faire verbal pour nos auditeurs et physique pour les personnes qui auront le plaisir de regarder cet épisode sur notre chaîne YouTube. Ok, alors physique, bah, c'est un petit peu le doigt du milieu de la main. Bon, ça c'est verbal. D'accord. J'aime Ouais. bien celui-là. Ouais. Il est dur à Tu trouver. l'envoies souvent? Oui, il est dur à trouver parce que je pense que les algorithmes me cachent un peu dans les choix là. T'es là tu défiles, t'as tous les fingers T'as tous les autres doigts available avant, ouais. et tu cherches celui-là et tu te dis mais où est-ce qu'ils l'ont mis? Et ben pas là. Donc voilà. Et physique, physique, je vais peut-être pas le faire puisque tout le monde le connaît. Mais c'est assez rigolo d'ailleurs. Pourquoi tu te dis voilà, ce gars me montre ce doigt de la main et quelque part tu dois mal le prendre quoi, tu vois. Oh là, ça c'est une agression. Donc c'est rigolo, pas tu vois. universel, je crois. Pourquoi? Ouais, je pense que dans d'autres pays, c'est d'autres signes avec la main ou peut-être d'autres doigts qui veulent dire sensiblement la même chose, je crois. Ouais, c'est marrant comment on s'invente des trucs qui sont méchants, des trucs qui sont gentils. Bref, voilà. Et pourquoi aujourd'hui c'est jeudi, toi? Jeudi emoji, voilà. Tout simplement. Germain, c'est la transition est franchement toute trouvée et c'est le hasard qui a bien fait les choses. Le moment est important. Est-ce que tu es prêt, l'index mouillé, prêt à tourner chacune des pages de ce dernier chapitre de Heavy? Oh là là, oui. Certaines sont collées, alors j'en tournerai 2. Mais j'essaierai de revenir sur la page d'avant. Germain, on va revenir un tout petit peu avant ta course, les derniers jours. C'était le moment pour du repos, tu as trottiné. Est-ce que tu as fini à la recherche du temps perdu et ces 7 tomes de Marcel Proust? Comment tu as mis à profit ces tout derniers moments? Oui, écoute, j'ai continué une activité légère, trottiner autour de Silverton. L'avantage, c'est que voilà, c'est vraiment une petite ville et tout se fait à pied, quoi, tu vois. Et rien n'est vraiment surbooké, il n'y a pas de bouchon, il y a rien qui bouillonne, du coup c'est très facile, même tu vois pour aller au départ, tu fermes la porte et tu marches 500 mètres et t'es au départ. Et pareil pour l'arrivée, ça c'est super confortable. Donc voilà, assez sympa les derniers jours, quelques runs avec Zach d'ailleurs, et voilà. Parfait. J'ai failli tenter un truc autour de. Il a 1000 heures avant de partir ou un truc comme ça, mais c'est pas la peine. Est-ce que globalement, cette période-là, c'est un moment que tu gères avec sérénité? On a l'air de comprendre que oui, mais est-ce que c'est un moment que tu voudrais accélérer aussi, là où tu as envie d'être vraiment sur la ligne et que ça parte, là? Est-ce que tu as quand même du mal à gérer ces, on va dire, derniers jours, dernières heures? C'est un peu entre les deux, oui. T'es très serein puisque l'entraînement est fait et que il n'y a plus grand chose à faire à part se reposer et bien manger, etc. Et aussi c'est un peu longué entre guillemets parce que voilà, tu t'es entraîné pour la course et t'attends le D-Day, quoi, t'attends que ça parte. Donc voilà, mais je dirais quand même beaucoup plus serein que anxieux, quoi, en tout cas pour moi.
tu étais arrivé très en amont avec Katie, avec cette idée de créer une connexion avec les lieux. Est-ce que tu t'es senti vraiment pleinement dans ton élément aussi à l'approche du départ? Tu avais l'impression d'avoir domestiqué pas mal les sensations, l'environnement, tout ce que tu as pu aussi sur tes recos et tes balades préliminaires, vraiment t'imprégner pleinement de l'esprit de la course avant de partir? Ouais, j'ai vraiment eu l'impression en tout cas, dès que j'ai eu mon dossard pour la hard rock, je me suis dit, peut-être que j'en aurai qu'un dans ma vie et c'est l'occasion justement d'aller aux États-Unis sur une grande période. Bon, nous, on a aussi la particularité que Cathy est américaine, donc c'est un peu entre guillemets l'excuse pour venir plus longtemps, pour passer du temps avec ses parents et sa sœur et son mari, enfin des gens qu'on voit pas trop et tout le reste de sa famille. Donc voilà, on s'est dit on a qu'à lier l'utile à l'agréable entre guillemets. Et je voulais justement découvrir ces montagnes des St. John's parce que j'avais eu beaucoup d'images et justement j'avais envie de savoir comment j'allais réagir par rapport à une nouvelle topologie, la typologie d'entraînement et de la haute altitude, de l'air très sec, enfin vraiment un truc différent de la maison. Donc ouais, on est resté assez longtemps, on a au final très peu couru sur le parcours parce qu'il y avait de la neige, donc on a fait d'autres trucs très sympas. Et oui, je me suis senti, on va dire, acclimaté sur la fin du séjour, pas forcément sur les hautes altitudes, mais on va dire que voilà, jusqu'à 3002, 3003, je me sentais bien. Après, plus haut, voilà, il y aura peut-être d'autres stratégies à faire si un jour je reviens, mais en tout cas, autour des 3000, je me sentais beaucoup mieux que quand je venais juste d'arriver, quoi. On se souvient des tout premiers jours. Alors, je pose un petit indice là, on verra si on en fait quelque chose plus tard dans ce thriller haletant que va être cet épisode. Il y a eu un incendie la veille de la course. Peut-être que c'est une information qui nous servira plus tard dans cet épisode. On verra. Peut-être. C'est possible. On verra le reste, la trame de notre échange si ça nous mène naturellement à ça. Alors, Germain, tu t'en es pas rendu compte, mais là, on est le 11 juillet. On est à Silverton, c'est 6 heures locale. Des ballots de paille. Oula! Les ballots de paille s'envolent dans la rue principale, balayés par un vent sec et chargé de promesses. Le soleil ne s'est pas encore levé sur les San Juan Mountains, mais déjà, que je fasse une petite les regards musique se croisent. de derrière un petit peu. Alors, j'avais prévu, pour tout te dire, d'insérer un petit truc de fond, un peu ambiance western, etc. Mais c'est encore mieux si c'est toi. Ok. Mais il faut quand même que tu goûtes à cette poésie pure. Ah, vas-y. Le soleil ne s'est pas encore levé sur les San Juan Mountains, mais déjà les regards se croisent. Les mâchoires se crispent et les frontales s'éteignent une à une comme des lanternes au saloon à l'arrivée du shérif. Ils sont là, une centaine de cow-boys et de cow-girls en short compressif et gilet d'hydratation. Pas d'éperon à leurs baskets, mais de la poussière dans les yeux, du sel sur les joues et du feu dans les jambes. À leurs pieds, 160 km d'un terrain plus cabossé qu'un vieux ranch abandonné, c'est loin, avec plus de 10 000 mètres de dénivelé positif à avaler, une broutille pour ces desperados du D+. Le speaker, tel un maréchal ferrant avant un duel, lève la voix. You make his the rock, but only if you come back. Un silence épais s'installe, puis le coup de feu. Pas un cri, pas une bousculade, juste le son des semelles sur le gravier et celui à peine audible d'un pacte silencieux. Ne pas flancher, ne pas douter, ne pas s'arrêter, ou alors juste pour des M&M's. La hard rock est lancée et dans l'air de Silverton flotte cette certitude, le Far West n'est pas mort, il court très loin, très haut et très longtemps. C'est beau. Je ne sais pas s'il y a quelque chose à ajouter sur cette course, on a tout dit, je pense. Mais écoute, j'étais très concentré sur la bande originale. Du coup, j'entendais des rimes et des crescendo, mais je pense peut-être pour t'en profiter bien, je peux le relire. Oui, à l'envers du coup. Ça serait une bonne idée. Bon, Germain, c'est parti très fort. Est-ce que c'était le scénario que tu avais anticipé et qui t'allait bien, ce départ un peu pied au plancher? Je n'avais rien anticipé. Au moins, pas vraiment certain de faire d'erreur. Pas d'anticipation. Donc, non, moi j'ai suivi un petit peu mes sensations au départ. Je crois que c'est Zach et Mathieu qui sont partis plus vite. Et voilà, nous on était un petit groupe derrière et on est passé rapidement à Cunningham. Oui, effectivement, sur des temps rapides.
Alors peut-être que c'était la fumée. En fait, dans cette montée, ça sentait vraiment le feu, quoi. La fumée, c'était tout bouché tout autour. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, on se demandait si on allait vraiment finir la course, s'ils n'allaient pas l'arrêter. Mais bon, je pense que ça nous a un petit peu passé à côté après et on a pu continuer sur notre lancée, quoi. On sait le contexte dans lequel tu es arrivé à la course. On avait eu l'occasion d'en parler, mais pour les auditeurs qui seraient peut-être passés à côté, donc il y avait eu deux DNF assez notables et énigmatiques l'année dernière, en 2024. Est-ce que de ce fait-là, tu étais en surattention là, sur le tout début de la course ou de toute façon, tu avais l'intuition que ce n'était pas là le moment de vérité et que ce serait plutôt autour de 13-14 heures que tu allais voir si oui ou non les jambes répondaient encore? Est-ce que tu as quand même mentalement géré un peu différemment cette course avec un petit peu de fébrilité quand même? Ouais, alors oui, carrément. En fait, pour revenir brièvement dessus, c'est vrai qu'en 2023, j'avais eu une super année avec le 90 du Mont Blanc, les deux podiums à l'UTMB et à la Diag. Donc voilà, forcément 2024 pour moi, ça allait être un petit peu, en tout cas dans ma tête, sur la lignée de ça, changer quelques trucs et essayer de progresser et gratter un petit peu. Et en fait, pas du tout, quoi. Donc voilà, bon, je me casse deux côtes. Ensuite, je me présente au départ du TMB où justement après 12-13 heures, petit à petit, j'ai des jambes qui répondent plus du tout et qui se dérobent sous mon corps avec des sensations vraiment, on va dire troublantes, quoi. Des muscles qui se contractent plus. Enfin, ça répond plus à mes ordres cérébraux, quoi, en fait. Donc il y a la connexion qui est perdue. J'avais mis ça sous le couvert, voilà, des côtes cassées, un peu d'un manque d'entraînement à l'UTMB. Sauf que rebolote à la Diag, j'ai exactement la même chose. Donc là, voilà, je finis 2024 vraiment dans un état, en tout cas Proche de l'Ohio, mais ouais, mais qui n'est pas le Colorado. Ouais, dans un état, on va dire, de grand questionnement, quoi. Est-ce que je vais être capable de courir 100 miles de nouveau? Qu'est-ce qui se passe? Voilà, j'avais des antériorités de blessures en vélo par rapport à des artères, donc je suis allé refaire tous ces examens, des examens au niveau des nerfs, etc. Enfin, je suis allé à pas mal d'endroits, à l'étranger, etc. pour justement essayer de trouver la source du problème que je n'ai pas trouvé dans tous ces examens. Donc c'est vrai que voilà, le contexte, c'est que je démarre 2025 avec un gros point d'interrogation. Voilà, je change de partenaire principal, donc il y a ça aussi au milieu. Voilà, tu négocies, tu sais même pas si tu vas pouvoir entre guillemets continuer à faire ton sport, quoi. Donc voilà, c'est pas mal d'incertitudes, mais je pense que j'ai réussi à garder bien les pieds sur terre pour continuer à m'entraîner. Et ne sachant pas, voilà, tu t'entraînes, mais tu sais pas vraiment qu'est-ce qui va se passer. Parce que forcément, tu peux pas t'entraîner 15 heures, quoi. Et puis 15 heures à rythme court, c'est compliqué de dupliquer. Donc voilà, c'est un petit peu le contexte sur lequel j'arrive à la Hard Rock. C'est voilà, avec un bon entraînement, mais toujours ce gros point d'interrogation. Donc de mon côté, j'ai profité pour justement tout reprendre à zéro au niveau nutrition. Même si ça marchait très bien en 2023, je me suis dit, bien, on est tous des êtres vivants, peut-être qu'on évolue. Donc voilà, j'ai fait pas mal de tests et voilà, je me présente à la Hard Rock avec de stratégies de nutrition différentes, etc. Et je suis vraiment dans la découverte de qu'est-ce qui va se passer, quoi. Donc forcément, le plan, c'était premièrement de finir. Deuxièmement, si je finis en courant, bah alors là, c'est super. Puis troisièmement, voilà, si je finis en courant et que je me trouve dans une bonne position, ben peut-être encore mieux et je m'autoriserai à pousser un peu plus sur la fin. Donc voilà, c'est un petit peu le plan, mais oui, pas mal de doutes quand même au départ, même si j'avais travaillé mentalement pour pas en avoir. Voilà, tu te demandes si tu vas finir à bout, quoi. Donc là, il y a ce départ groupé, puis à un moment, il y a le speaker du supermarché qui visiblement cherche le petit Ludo, qui, je crois, après Cataract Lake, s'est emballé dans une descente. Il s'est mis en boule. Moment où... Là, tu comprends très vite qu'il va être compliqué à rattraper, qu'il est probablement dans une autre course là ce jour-là. Ouais,
effectivement, il y avait Ludo, Zach et Mathieu, je veux dire, 2 minutes devant, en fait, c'est des grands plateaux où on se voit, donc c'est très, très facile de voir un petit peu les vitesses de progression. Moi, je voulais vraiment rester en mode conservatif en tout cas sur la première partie de parcours pour me donner justement l'occasion de pouvoir courir et voilà, par rapport à cette problématique de jambes, être plus en tout cas dans retrait et voir comment j'allais évoluer sur la seconde partie. Donc on a j'ai ce petit groupe de devant de Ludo, Zach et Mathieu et moi 2 minutes derrière. Et du coup, ouais, on bascule dans cette descente qui nous mène au kilomètre 50 et rapidement, oui, on arrive en bas, donc on m'annonce Mathieu et Zach à peu près sur les mêmes écarts qu'en haut, mais Ludo à 7 minutes, quoi. Et là, je me suis dit, mais comment il s'est mis en boule, en fait, du coup, bon, c'est vrai que je descendais vraiment tranquille, mais bon, quand même, 7 minutes, quasiment 40 minutes, je me suis dit hein? Il a pris un aventure car. Ouais, voilà, et je me suis dit, il a sorti sa cape, et Captain America, il est arrivé en bas, quoi. Donc là, je me suis dit, ok, Ludo, il a décidé d'appuyer dans les descentes, quoi. Mais voilà, je me suis dit, bon, bah, fais pas l'erreur d'essayer de suivre, parce que c'était pas mon objectif, c'était voilà, vraiment de finir, et en plus, voilà, t'arrives sur l'hard rock, t'as quand même beaucoup plus d'inconnus que sur un 100 miles classique. C'est pas la course pour rebondir avec pas mal de données externes que tu contrôles. Là, il y avait encore le point d'interrogation de l'altitude en plus. Et la fumée qui faisait qu'en fait, on avait déjà mal à la gorge. Des petits tout-sautements, quoi. Donc voilà, il fallait... Il est là en fil rouge, hein, ce petit incendie, j'ai l'impression. Voilà, on le retrouve ce petit feu de l'âme. Qui brûle en toi. Et il brûle à tel point que dans l'ascension, je crois, de Andy's Peak, tu recolles sur Zach et Mathieu. Oui, voilà, je pense au milieu, ou en tout cas au premier tiers, je rattrape Mathieu et Zach. Et ouais, je vois déjà Ludo, bon, qui est encore, je pense, à 6-7 minutes en haut. Et justement, du comment on entame cette descente, et je crois qu'il nous recolle quasiment 10 minutes puisqu'on nous annonce 16 minutes à Anima Fork, tandis qu'on en avait 6 en haut d'Andy's Peak. Donc ouais, il nous recolle 10 minutes en 10 miles, en 1h15, en 1h20, ouais. Donc ouais, c'est vraiment... je pense que c'est peut-être Léoka. Non, mais ouais, il était très solide dans les descentes, et je pense que c'est là que mentalement il nous a fait mal. C'est que peut-être qu'on montait en s'accrochant un peu à son rythme, et encore, parce qu'après sur la deuxième partie, il nous prenait du temps vraiment partout. Donc ouais, il nous a vraiment... on était des cadets, quoi. Nous, il était là, Kevin, papa, tu viens courir avec Kevin, ouais, mais bon, je t'attends en bas, quoi, tu vois. Et du coup, il avait ses enfants et il faisait un petit peu ses trucs pendant la course, et des fois il se retournait, il se disait, ah putain, faut peut-être que j'attende un peu les enfants. Puis non, merde, quand même, j'ai un peu ma liberté, quoi. Du coup, voilà. Il était pas prêt à être papa. Non, ouais. On passe ce jour-là, en tout cas. Alors, Germain, je crois qu'il y avait une première. Alors, il y a 2 premières sur cette course. C'était la première fois que tu avais des pacers, mais il y avait aussi la première fois, je crois, que tu utilisais des bâtons. Ouais. Ça s'est moyennement bien passé pour eux. Les bâtons. Ouais. J'en ai pété 3, ouais. Et en fait, tu te rends compte que c'est quand même sympa d'avoir des bâtons sur cette course. Donc ouais. C'était plutôt pour la descente, c'est ça que tu voulais en priorité? Il y en a un qui a pété en pleine montée. Et j'ai failli tu vois, en fait, bon, je pense pas que j'ai des gros pectoraux non plus, tu vois, mais je pousse dessus et il se courbe et d'un coup, paf, il explose. Et j'ai failli, en fait, me prendre la partie du bâton dans la tête, parce que j'étais vraiment près du bâton. Donc ça m'a fait rire sur le coup. Ouais, mais ça peut pas se raconter après. Si ça arrive vraiment, il faut trouver une autre version. Ouais, parce un ours, un truc. Ouais. Mais du coup, ouais, rapidement, tu te fais décrocher parce que c'est quand même bien les bâtons entre 3500 et 4000 mètres. Et après, les 2 autres, je les ai pétés en descente. Du coup, ça va. Simultanément, ou t'as fait un par un après l'autre? Le double. Non, un après l'autre. Ouais. D'accord. Ouais. Ok. Il t'en restait parce que t'avais un stock de. En fait, ouais, j'avais 3 paires. Du coup, ils ont fait des mix.
Mais ouais, à un moment, je me suis dit, au troisième, je me suis dit, bah, en fait, le dernier, je l'ai pété au début de la dernière descente, donc c'était pas très grave. Mais tu as vu les bénéfices, en tout cas, les moments où ils étaient fonctionnels, tu t'es quand même dit que ça valait le coup? Ouais, carrément. Mais en fait, ici, tu les utilises aussi un peu en descente parce que c'est raide et très glissant. Enfin, sec. Tu vois, t'as cette petite couche de poussière, sable qui fait que tu glisses avec une pente. Tu vois, le coefficient de frottement du sable, c'est 36 degrés ou 30 degrés. Du coup, tu vois, voilà. Je pensais que c'était 32,4. Ouais, alors Tu ouais, après, m'apprends, ouais. il y a différents. Ça, Ça dépend sur quel hémisphère tu es. C'est mon côté stabilité des pentes. Mais bon, j'ai arrêté ça, je calcule plus. Maintenant, je fais des index UTMB. C'est beaucoup plus facile. 1 plus 1. Et Robert, redonne-moi un peu de camembert. 912. Allez, c'est bon. Allez hop, il est fait à l'algo. Allez hop, donne-moi une fléchette. Alors, Grangier, 9. Non, mais ça, 2, c'est trop okay. précis. Non, ça, c'est trop précis. En fait, il faut vraiment un protocole. Le protocole, c'est quand on s'assoit pour faire une côte, voilà, c'est d'abord petit verre de vin à jeun. Ensuite, on mange. Petit verre de vin blanc, digestif. Et là, on commence les côtes. Et ça donne des résultats folkloriques. Ouais, et c'est beaucoup d'onomatopées. Est-ce que tu as 830 Et voilà, et après on a un classement quoi. C'est 100% fiable. Ouais. Germain, je te propose qu'on saute jusqu'à Ouray, qui est sensiblement la mi-parcours. C'était 11h41. La mi-parcours, le toi. collègue Ouray. Oui, exactement, le copain d'avant, la mi-parcours. Là, il y a ton premier pacer qui va entrer dans la danse. C'est Dylan Bowman, on en a parlé dans les épisodes précédents. Est-ce que ça, c'est un truc auquel tu penses avant? Est-ce que c'est une réjouissance, le fait de savoir que tu vas être accompagné pour la suite de la course? Est-ce que tu y penses avant et tu sens que ça va t'aider ou, Moi, je pense plutôt que j'arrive à Ouray et je me dis c'est vraiment l'extrême nord du parcours. Et c'est le retour, en gros. Et c'est vrai que j'avais un peu oublié que Dylan allait être là. Du coup, je sors de Ravito et je le vois et c'est vrai que je me dis, c'est vrai qu'il y a Dylan qui va venir avec moi. Parce que c'est tellement nouveau, entre guillemets, que même si je m'étais conditionné, j'avais un peu zappé. Et du coup, non, c'était cool d'avoir Dylan. T'as commencé à le dire, mais arrêtez de me suivre, monsieur, qu'est-ce que vous faites? faites? Alors c'était plutôt moi qui suivais. Okay. Oui, parce que avec 100 km dans les jambes, du coup, lui était un peu plus frais avec son mini-sac. Ouais, des fois, je l'insultais. Je lui disais, ok, arrête. C'est là pour ça, un pacer. Voilà, c'est ça. Il faut vraiment lâcher toute sa haine sur lui. Et donc là, on part sur une section de 12 km sur une route piste abominable, quoi. Hein. Enfin, ça monte, tu vois, pas régulièrement, des petits coups de cul, des jeeps qui te passent, qui t'enfument. Donc ouais, c'est pas la meilleure partie, mais c'est sympa d'être avec Dylan, il m'encourage et puis des fois il me fait un petit peu de tempo. Hey man, good job. Et voilà, c'était un peu ça. Il a pas enregistré de podcast. Il avait passé micro. Et non, pas ses micros, il avait ses micro spike. Donc effectivement, ouais, tu avais l'impression que c'était joué, mais tu avais juste oublié qu'il y avait 4 énormes boss encore qui t'attendaient. Ouais, c'est ça. À ce moment-là, je crois que parce que j'ai pris le temps, j'ai fait quand même une grosse pause à Ouray, j'ai pris le temps de changer mes chaussures, de mettre des guêtres et tout. Donc ouais, je suis un peu avec plus de temps sur Mathieu, je crois que j'ai autour des 10 minutes ou 9 minutes, je sais plus. Et ça va rester à peu près pareil jusqu'en haut de Kroger. Donc c'est-à-dire la bosse avant Telluride. Et là, ouais, j'arrive à Kroger. En gros, c'est un petit peu le ravitaillement iconique de la course, qui est à 4000 mètres c'est une brèche. Donc on passe, on monte dans un névé et on arrive là-haut et le gars se sert des raviolis. Enfin, c'est un peu le délire, quoi. C'est pas Kroger's Cantine pour rien. Ouais, c'est ça. Donc ouais, le gars te donne des raviolis. Je sais que Dylan, il a pris un tequila shot. Okay. Il me dit, you know man, j'ai fait la course 2 fois et à chaque fois ils m'ont proposé et j'ai jamais pris. Et du coup là je me suis dit c'est le jour quoi. Du coup je l'entendais un petit peu roter dans la descente suivante et c'était magnifique. Ouais. Il me dit man, I don't feel that good. It's okay if you go. J'ai dit ouais.
Après, il m'a rattrapé. Mais ouais, du coup, on arrive à Telluride pour continuer le truc. Et là, tu te dis, ouais, quand même. Et en fait, tu te rends compte qu'il reste un bon tiers de course, quoi. Hmm. Et Et c'est là, long. c'est le moment, donc c'est le mile à peu près 73. C'est sensiblement le moment où ça pourrait déconner. Enfin, est-ce que tu as un peu ces fantômes-là à ce moment-là? Ouais, c'est ce Où que tu vas être Dylan autour de me la quinzaine dit. d'heures Il à peu me près? dit, Ouais. sois sûr que quand tu arrives à Telluride, tu prends vraiment le temps de te ravitailler, etc. Parce que dans la section suivante, c'est là où ça part toujours en couille, on va dire. Ça part toujours vraiment dans tous les sens. Mais en fait, j'arrive là et mon crew m'a fait une surprise. J'arrive et en fait, donc je leur avais dit, bon, sur la table, je veux ça et, Et que ça saute. et voilà. Et j'arrive, en fait, il y a 2 verres de vin, de la charcuterie, du fromage et tout. Donc que ça les a fait rire, mais moi, je suis arrivé, j'ai pas trop rigolé, en fait. Et tu leur as J'aurais... fait savoir? Ils me disent, ah, tu sais, les Américains, ils me disent, oh, on a fait une petite French surprise et tout. Je dis, les gars, c'est la course. What the fuck, tu vois. Je leur dis, you try to fuck up my race. Et ils m'ont dit, non, 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 c'est une blague. Je dis, ouais, mais là, c'est pas une blague, en J'ai pas le fait. temps de Hein, l'humour. c'est pas une blague. Et là, voilà, du coup, ben, j'ai mis une grosse tarte, direct. Une tarte tatin française. Non, mais du coup, ouais, je me ravitaillement. C'est pas mal ça, je me ravitaillement, rapidement. Au Et ravitaillement. ouais, j'ai oublié deux, trois trucs, mais parce que ça m'a un peu perturbé. Mais du coup, je récupère mon pacer Cordis Hall qui lui était vraiment en mode ok, on va y aller, nickel. Et il a été vraiment super. C'est un gars qui est super marrant, mais il a été super sérieux, avec quelques blagues de temps en temps. Donc c'était parfait pour moi, quoi. Il y a les petits moments lâcher prise de ce que tu m'as raconté là en pleine nuit. Ouais, en pleine nuit, d'un coup, il se met à crier oh yeah! Oh yeah! Du coup, Jingle. t'es tout seul à 4000 mètres et il se met à crier des trucs comme ça. Du coup, c'est assez rigolo. Ça me faisait rire intérieurement, en tout cas. Parce que j'avais pas assez d'air pour rire extérieurement. Mais c'était vraiment très rigolo. Et là, ouais, c'est parti un peu technique et raide, que j'avais moins reconnu. Mais il m'a bien aidé là-dessus. Ouais, c'était cool. Il y a eu, je crois, un passage pas très confortable de nuit après, là, après Grand Swamp Pass, je crois. Ouais, ouais, alors ouais. C'est galère. Sur les derniers 2-3 heures, c'est vrai que je pense qu'on m'a aussi annoncé des écarts un peu bizarres. On me disait que Mathieu était quasiment à 1 heure. Du coup, je me dis, bon, bah là, 1 heure devant, 1 heure derrière. Voilà. Donc, je suis un peu Place au suspense. graduellement un petit peu sorti de la course les 2-3 dernières heures parce que je pensais que voilà, bon, bah, il y avait plus grand intérêt à soit pousser devant ou soit me faire rattraper. Donc ouais, petit à petit, ça te sort un petit peu du mot de course, mais ouais, et à la rivière, à 3 km de l'arrivée, en fait, on me dit que Mathieu était là il y a 19 minutes. Donc je me dis, ah bon, bah, c'est pas pareil. Allez me chercher le bénévole, le spectateur qui m'a... Mais bon, de toute façon, voilà, je pense que la fin de course a été un petit peu plus dure. Peut-être on dira mentalement, j'ai un peu plus lâché parce que j'avais aussi prévu, on va dire assez honnêtement, d'être plus rapide, d'avoir un temps plus rapide, mais écoute, c'est ce que je veux aller et je pense que la haute altitude, en tout cas, je réponds peut-être pas très très bien à cette haute altitude entre 3003 et 4000, on va dire, ou en tout cas la stratégie qui était la mienne est peut-être pas super optimale par rapport à ça. Donc voilà, c'est un premier essai, je reste super content justement d'avoir pu finir et d'avoir pu finir en courant sur quand même des bonnes bases. Donc ça, c'est un gros point positif pour moi. Et puis voilà, c'est une bonne base en tout cas. Si jamais j'y retourne, j'ai quand même beaucoup plus de données et de ressentis par rapport à ce qu'il faudrait faire pour être un petit peu plus à l'aise, en tout cas sur ces parcours-là. Mais globalement, moi j'ai vu Mathieu en parler aussi à l'arrivée. Vous avez quand même été surpris par l'intensité, un peu la brutalité de la course. Je crois que Mathieu disait que 10 heures en altitude, ok, c'est cool pour s'entraîner, mais quand on fait plus de 20, c'est pas du tout la même histoire. Et c'est vrai que vous aviez l'air quand même très très marqué à l'issue de la course. Ouais, je pense qu'on a... sur ces dernières heures aussi, j'avais de plus en plus de mal à respirer. Alors je sais pas trop dire si c'était l'accumulation de fumée
ou l'accumulation de l'effort en altitude, mais j'avais ouais, t'as l'impression que ça se réduit, quoi. C'est vraiment un entonnoir et que tes voies aériennes, en tout cas, sont moins ouvertes. Je sais pas, c'est un peu bizarre. J'avais moins de disponibilité, en tout cas pulmonaire, pour alimenter mes jambes sur la fin, quoi. C'était un peu bizarre. Donc très très vite essoufflé, très très vite dans le dur sur la fin. Donc ouais, je pense qu'il a raison aussi sur des entraînements où tu vas passer au final, quand tu fais tes entraînements up and down, tu passes en cumulé assez peu de temps entre 3005 et 4000. Donc peut-être passer plus de temps au repos dans ces altitudes-là, tu vois, pour avoir une meilleure acclimatation sur une stratégie un peu plus, on va dire, payante. C'est vrai qu'on a très peu de données, en fait. La plupart des scientifiques qui travaillent là-dessus, généralement, ils travaillent avec des cyclistes, où en gros, ils vont s'entraîner à 2000 ou 2005, et ensuite pour performer un peu plus bas. Et nous, en fait, la problématique, c'est de s'entraîner un peu plus haut pour courir encore plus haut. Mais est-ce que, justement, tu établis ton camp de base plus haut, du coup tu vas moins bien dormir, tu vas moins bien récupérer, mais tu seras moins acclimaté. Donc il y a un compromis ici qui est à prendre et qui, en fait, voilà, je pense que chacun se fait sa propre expérience là-dessus et on n'a pas vraiment de vérité, en tout cas, sur ce entraînement haut pour courir encore plus haut. On est un peu entre l'himalayisme et le training camp du Tour de France, on va dire, ou du triathlète ou de l'athlète olympique. Donc on est dans cette zone grise où on ne sait pas trop comment acter, en tout cas. Et je pense que voilà, l'important c'est d'avoir ses propres données et ses propres ressentis pour justement se dire ok, bah je vais essayer ça l'an prochain ou ça. C'était un peu Ludo, chiant. visiblement, il a bien capté. Non, c'était bien. Mais Ludo, il a bien capté en tout cas. Où il y a aussi physiologiquement, il avait l'air d'être. Ouais, Ludo a fait un petit peu, c'est un petit peu sa stratégie. Je crois que c'est des 2 dernières années où en fait, tous les soirs, il dormait un petit peu, il dormait haut, en tout cas dans sa voiture, mais il dormait, je pense, entre 3006, 3007. Donc ouais, c'est un petit peu la différence par rapport à nos stratégies entre guillemets avec Mathieu. Donc, mais est-ce qu'on aurait toléré ça? C'est encore un point d'interrogation. Donc à voir. Et il y a un facteur que tu n'avais peut-être pas aussi estimé précisément comme tu l'as ressenti, c'est la chaleur dont tu as souffert plus que prévu. Ouais, je pensais pas qu'il allait faire aussi chaud. En fait, c'est aussi quand tu restes un peu dans le coin plus longtemps, tu t'habitues aux conditions et en fait d'une semaine à l'autre ça peut vraiment changer. Et c'est vrai qu'il a fait chaud, en tout cas de 10h à 17h, il a fait très chaud. Mais bon, ça restait quand même bien gérable. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a un peu surpris. En tout cas, tu es vraiment, c'est des montagnes très ouvertes et tu es vraiment sujet à la radiation solaire. Même s'il y a du vent, ouais, même au niveau de la peau, on est vraiment cramé, même sur les mains. Normalement, sur des ultras, c'est quand même assez moins prononcé. Et là, c'était entre ça, la fumée et l'altitude. C'est vrai que c'était quand même super exigeant, quoi. Est-ce que tu as le sentiment d'avoir vécu une course très singulière par rapport à tout ce que tu avais pu connaître jusqu'à maintenant? Est-ce que c'est vraiment autant une course à part que ce qu'on peut dire? Est-ce qu'elle a été à la hauteur de toi, ce que tu en espérais, imaginais? Ouais, je pense que c'est vraiment unique dans le sens où ouais, tu pars, il y a, je sais pas, à peu près 50 ou 60 personnes au départ. Et après, t'es off, t'es vraiment plus ou moins seul dans ces grands paysages. Donc de temps à autre, t'as ton ravitaillement, mais t'évolues vraiment seul. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est super cool. Puis toute la partie de nuit, en fait, on est souvent habitué, tu vois, sur des 100 miles un peu type UTMB ou diagonale, où en gros tu pars la première nuit. Donc quand tu mets ta lampe frontale, t'as quand même plein d'autres lampes autour de toi parce que les écarts sont pas faits et c'est le début de course. Et là, le fait de partir à 6h du matin
et d'avoir justement la première nuit, enfin vraiment le noir vers 22h. Et tu mets ta lampe et tu es dans une montagne énorme et tu vois même le col d'avant et en fait tu vois pas de lampe frontale, quoi. Du coup c'est vraiment ouais l'immersion totale. Puis t'es à 3500, 4000, des fois tu fais un pas et je me rappelle au Grand Saut en Passe, je faisais un pas et je m'arrêtais un peu pour respirer, quoi. La Et, violence. et ouais, et même Zach, j'en parlais avec Zach derrière dans le Grand Saut en Passe, il me dit je faisais 2 pas et je m'asseyais en fait. Et Ça dit beaucoup quand même. ouais, et du coup c'est vrai que il faut vraiment beaucoup de résilience pour finir. Et en fait, il faut toujours penser que dans les points bas, c'est toujours surprenant. Tu te sens très mal en haut et en fait, tu arrives dans un point bas et tu te remets à courir. Tu te dis, en fait, ça va. Mais c'est juste qu'il y a enfin, un point bas à 3100, tu vois. Mais tu te retrouves avec de l'oxygène et tout se remet un petit peu à marcher. Et voilà, faut se rappeler de ça, quoi. Qu'en fait, t'es sur un point haut et que ça va durer pas longtemps, enfin, quand même un peu, mais et que ça va revenir rapidement, quoi. L'arrivée, elle est particulière. Tu parlais de l'UTMB, tu fais référence à l'UTMB. Là, c'est plus que confidentiel. Ça crée un climat aussi qui est plaisant, loin de l'effervescence. Ouais, ce que j'aime bien, quasi c'est qu'il n'y a pas de speaker à la hard rock, tu vois. Donc, il n'y a pas de. T'as pas cette musique qui vient couvrir l'ambiance, qui vient couvrir les cris des gens, enfin, même, tu vois, un silence, ça se ressent. Tu vois, genre, quand t'arrives au début, il y a un peu un silence, les gens ils te regardent et tout, puis après ils se mettent à faire ouhou, etc. Et en gros, tu saisis un petit peu toutes ces subtilités des émotions de la mini foule et des gens. Et je trouve que moi, enfin en tout cas, ça c'est beaucoup plus quelque chose qui m'émeut, ou enfin où je suis beaucoup plus réceptif à ça que d'avoir la dernière musique de Jay-Z avec le speaker qui crie. C'est un autre délire, quoi. Mais du coup, tu arrives un peu en intimité et tu ressens voilà, ces différentes vagues d'émotions des gens. Et tu arrives et tu as l'organisateur qui prend la parole sans même crier, tu vois. Il dit bah, voilà, c'est un tel, machin, il vient de truc et il a fini. Et voilà, genre 10 minutes après, bah, tu es dans la salle communale en train de manger un burrito et voilà, t'as fait ton truc, tu l'as fait pour toi et c'est super. Et encore 10 minutes après, je suis dans les Airbnb en train de prendre ma douche et voilà, quoi. Ça peut paraître triste. Et t'as pas du tout sommeil parce que c'est le matin. Ouais, ça peut paraître triste pour certaines personnes, c'est qu'ils cherchent un truc, etc. Mais quand t'es là pour les bonnes raisons, tu sais pourquoi tu le fais et que c'est avant tout un petit peu égoïste et c'est pour toi. Non, ça, c'est vraiment des émotions sympas, quoi. Moi, j'ai beaucoup aimé ce côté-là, en tout cas. Je vais donner quand même le classement pour ceux qui seraient passés à côté, j'en doute. Mais donc, Ludovic Pommeret, 22h21. Ensuite, Lupo Pommeret, toi, comme il dirait. Mathieu, juste après, à peu près 1h20 à plus tard. Alors, Mathieu, ils l'ont appelé Mathéo. Ah, c'est bien. Quand ils l'ont appelé. Toi, ils ont fait un peu les deux, non? Je me semble avoir entendu du Serge Granger, du Germain Granger. Je crois qu'il y a eu un petit mélange des deux. Moi, des fois, c'était Sergei. Ah, aussi. Ouais. Mais Mathieu, Mathéo, c'était assez sympa, ouais. Bon, Germain, on est quand même obligé, évidemment, et ça nous fait plaisir de parler de la période de Cathy, qui a signé le record sur la course qu'il a emporté chez les femmes en 25h et 50 minutes. Voilà, une course incroyable. Toi, tu arrives à suivre quand tu es en course avec elle comme ça, et vous êtes finalement pas très loin en temps brut. Ouais. Tu sais ce qui se passe, elle tente de demander, tout ça? J'ai demandé à Cordis parce que je savais que... Enfin, Cordis m'a dit que elle avait un peu des problèmes de ventre, un petit peu des gaz aourés. Du coup, il m'a dit ça quand je suis arrivé à Telluride. Et j'ai redemandé vers Chapman et il m'a dit que ça allait beaucoup mieux. Du coup, ouais, voilà. Et bon, je savais qu'elle était en tête. Je savais qu'elle était autour des 26 heures. Je pense que sur la fin, ses pacers étaient vraiment... ils connaissaient tous les splits, tous les... Comment on dit, tous les écarts, les intermédiaires sur les records, etc. Donc, ce qui n'intéressait pas beaucoup Cathy, je crois. Elle était plus détachée, je pense. Elle voulait rester dans sa course. Ouais. En tout cas, ouais. Son pacer, il était vraiment bien là-dessus. Du coup, sur les 3 dernières heures, elle est plutôt
motivé par le potentiel fait de pouvoir faire le record, donc elle a beaucoup mieux fini que Mathieu ou moi par exemple. Je crois que ouais, sur les dernières 3 heures, elle est un quart d'heure plus vite que moi ou Mathieu. On était un petit peu nous en mode ok, bon, on a fini. Ludo Pomegre, il est vraiment trop loin et nos temps ils sont pas si ouf que ça, donc je pense qu'on a fini comme on a fini. Mais elle était dans un autre mood, super motivée par ses pacers pour breaker je crois que c'était 26h10 pour passer là-dessous. Donc ouais, elle a fait une belle fin de course et en tout cas un beau premier essai, quoi. La semaine prochaine, là, il y a le 4 Fantastique qui sort en salle. Et ben voilà, elle a fait la passe de 4 et le Grand Chelem, ça y est. C'est ça. Donc, la Hard Rock à son palmarès, donc c'est admirable. Elle nous a vraiment fait rêver. Il y a eu aussi un Mano a Ono avec Zach qui a été chouette aussi sur la toute fin de course. C'est incroyable. Ouais, c'était ça, donc, c'était assez sympa. Apparemment, elle est revenue sur Zach en haut de la dernière montée. Et ouais, Zach a rien lâché. En fait, il était trop content parce que ça faisait. En fait, c'est la difficulté de cette course, c'est que en fait, quand tu arrives dans la nuit, il commence à y avoir des écarts très grands et tu perds un peu le mood et l'esprit course. T'es plus en train de te dire tu fais une grande rando. Et justement, le fait d'avoir Katie qui revient, il me disait ça m'a motivé pour finir la dernière. Tu vois, au final, Zach il fait une dernière section beaucoup plus vite que moi ou Mathieu. Parce que justement, tu vois, il a eu ce coup de boost. C'est là où tu te dis, le corps, il est capable vraiment de trucs de fou parce que mentalement, tu as eu ce petit coup de boost, tu as quelqu'un qui te revient dessus, tu dis, en fait, moi aussi, je peux courir comme lui. Et du coup, c'est vraiment top, quoi. Bravo à elle, en tout cas, c'était génial. Puis bravo aussi à Manon qui. C'est pour la première fois sur la course, c'est Katharina Hartmut qui boucle ce podium. Quand même, pour le dire et témoigner nos pensées, il y a une coureuse qui malheureusement est décédée sur la première montée, une coureuse de 60 ans, ouais. Malgré l'intervention rapide des secours. C'est une info que vous avez, ça, par exemple moi, c'est la première info que mon coach me dit à l'arrivée. Il m'a dit, ok, il me dit, ok, si tu viens de finir ta course, t'es plus en mode célébration, mais juste, voilà, je te dis ça. L'organisation est passée à travers de durs moments au début de la course. Et voilà, je te le dis, c'est une info, tu la prends comme tu veux, mais du coup, c'était super cool de la voir. Et en tout cas, cette coureuse, c'est loin d'être une amateur, hein. Elle a beaucoup je sais pas, on m'a dit presque 30-100 miles à son actif. C'est quelqu'un d'expérimenté, quoi. Donc, je sais pas vraiment ce qui s'est passé. Je pense, à mon avis, c'est plutôt quelque chose cardiaque, parce que c'est assez subi comme événement. Donc, en tout cas, pour un organisateur, c'est toujours vraiment compliqué. Surtout sur un si petit échantillon de personnes. Tu vois, sur un UTMB, au final, quand tu te dis, sur le week-end, il y a 10 ou 12 000 coureurs, statistiquement, peut-être grande chance quand même qu'il y ait quelqu'un qui meurt, entre guillemets. Et ici, t'es sur 140 coureurs, donc statistiquement, forcément, si tu perds une personne, les pourcentages ils augmentent rapidement. Donc ouais, c'est vrai que c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'ici, il y a quand même un intérêt très individuel pour chaque coureur, en fait, si tu veux, à la remise des prix, qui est un peu, pas vraiment une remise des prix, mais ça dure longtemps parce qu'il appelle tous les coureurs un par un en disant, je sais pas, une ligne sur chacun. Lui, il a fini 36 fois, sa femme c'est Roberta, je sais pas, mais il dit toujours un petit truc. Donc en fait, voilà, quand tu fais partie des tirés au sort pour la Hard Rock, t'es vraiment considéré comme partie de l'événement. Donc je pense que c'était compliqué pour Dale, en tout cas, d'absorber cette nouvelle, quoi. On n'aime pas voir ça, effectivement. Non. Germain, tu as parlé d'un nouveau 100 miles en 2025, peut-être. Est-ce que c'est le moment d'en dire plus ou pas du tout? Écoute, en fait, quand j'ai franchi la ligne, j'ai eu comme vraiment une délivrance de me dire, ok, je peux encore faire ça. Mon corps, il est toujours prêt à encaisser ce genre de challenge. Et du coup, je me senti vraiment léger.
et de me dire, ok, j'ai vraiment envie de faire un autre 100 miles et de courir, tu vois, sans arrière-pensée. De me dire, ok, ben là, c'est le départ et je pars, quoi, tu vois. Comme avant, comme en 2023, où je me dis, bah, je courais vraiment à la sensation. Bon, forcément, je vais pas partir comme un débile, mais j'étais beaucoup plus à l'écoute de mes sensations et à l'écoute de mes volontés. Tu vois, si j'ai envie d'accélérer, bah, j'accélère. Si j'ai envie de décélérer, j'accélère. Et là, c'est vrai que j'avais toujours ce filtre en arrière-pensée qui était au final assez prenant, tu vois, mentalement, de te dire, ok, bon, voilà, faut que je fasse attention à ça, à ça, à ça, à ça. Et voilà, j'ai senti comme vraiment un poids qui partait. Et je me suis dit, voilà, j'ai vraiment envie de recourir free, quoi, tu vois. Et c'est ça que j'aime dans ce sport, c'est pas être tout le temps en train de calculer quoi que ce soit. Donc ouais, j'ai pas décidé exactement où est-ce que j'irai, mais en tout cas, j'ai vraiment envie de courir léger, de courir en écoutant mes sensations, etc. Parce que c'est ça qui m'anime dans ce sport, entre guillemets, quoi. Eh ben, c'est une sacrée nouvelle, ça, non? On est contents, nous. Hein? Quand même, tu pourrais être content, Germain. Bah ouais, Non, carrément, je suis content. on a hâte de voir la suite. Germain, on approche de la fin de l'épisode. Personne ne peut y couper, ça n'existe pas. Il y a forcément un petit quiz. Alors, ça va être un vrai faux à l'image de ce dernier épisode de Heavy, avec 5 artistes qui ont annoncé leur retraite et qui ont tenu parole ou pas. Ok. À toi de me le dire, donc bluff ou pas bluff. Ok. Ils disent qu'ils arrêtent, on ne sait pas s'ils arrêtent. Alors, Ok. je sais pas si je suis en train de faire un petit suspense autour de Heavy ou pas, on verra, mais en tout cas, je vais te poser les questions. Donc, la chanteuse Cher, Ouais. qui a fait sa tournée Farewell, elle-même, elle a fait son Farewell Tour en 2002. Est-ce qu'elle a vraiment arrêté? C'était vraiment sa tournée d'adieu ou c'était du bluff? Je crois qu'en fait, Cher, elle a fait plusieurs retours. Elle en a fait plusieurs et elle a même été jusqu'à faire un Farewell Tour. Ok. C'est quand même pas mal. Je me rappelle parce que j'écoutais un petit peu sa voix atypique et je me rappelle à chaque fois, il disait ouais, c'est le dernier album. Et après, toujours encore un. Alors, Popek. Moi, je connais sais pas. Qui c'est Popek? Si, l'humoriste moustachu, il est dans Rabbi Jacob. Il a toujours il a la tête de Chaplin, enfin la tenue de Chaplin. Alors, il est encore vivant, ce qui peut être surprenant peut-être. Moi, ça m'a surpris. Il est actuellement sur scène à Paris pour présenter sa pièce C'est la dernière fois. Est-ce que c'est du bluff ou pas du bluff? Est-ce qu'il va arrêter? C'est du bluff, ouais. Ouais, alors on sait pas parce qu'il est en train de la jouer, donc on va considérer que c'est bon, mais l'avenir va nous le dire. Ok, ouais, j'aurais pensé il est plutôt en forme, et je l'ai vu, il est en interview, il est plutôt en forme parce que cool. Quand je prépare ces épisodes, je vais vraiment au fond des choses. Donc, j'ai regardé une vidéo YouTube de Popek pour savoir comment ça allait. Ouais, c'est beau. Ça va bien, merci pour lui. Bravo. Barbara Streisand en 2016, après sa tournée, elle a dit c'est fini, j'arrête. 2016. 2016. Barbara Streisand. Ouais, je dirais que ouais. 3 sur 3, on y est. Elle a invoqué la fatigue, l'anxiété de la performance live. Elle n'est plus remontée sur scène depuis. Ok. The Who, bluff ou pas bluff? Tournée d'adieu en 82. Oh, bluff. Bluff total. Il joue encore 40 ans après. Ouais. Donc, grosse arnaque. On est sur du 4 sur 4. J'ai une bonne culture musicale quand même. Ouais, c'est bon. Et je pense que tu peux tirer ton épingle du jeu en plus. Il devrait faire ça au ravito, des petites questions musicales. Et si j'ai juste de gagner 2 minutes, où le gars s'arrête devant moi 2 minutes, ça me remettrait dans le bain, tu vois. Où il te rajoute une tranche de saucisson et il te remplit ton verre de rouge, comme visiblement tu as bien aimé. Bonne réponse. La dernière, je pense que tu vas t'en sortir. Daft Punk qui annonce leur séparation en 2021. Est-ce que c'était le coup d'arrêt? Oh merde. Bluff ou pas bluff? You got to go. Alors, séparation en 2021. Ils ont rien fait depuis. Oui, je dis oui. Absolument, ils n'ont pas bluffé, Germain. Ouais. Toi, tu as été bluffant par contre. Ouais. Bravo. Ouais, franchement, si on prend toutes. Il faudrait que tu me fasses un petit récap de toutes les questions de ces 6 Franchement, on doit être à 90% de bonnes réponses. Non, 95. J'ai envie de faire un best-of aussi. 95, il y a peut-être eu effectivement en haut de loupé, ce qui est rien. Germain, là, on est à quelques minutes de ton retour en France, c'est ça? Enfin, de votre retour? Oui, exactement. Tout à fait. Qu'est-ce que tu vas retrouver avec le plus de plaisir? Qu'est-ce qui t'a manqué de chez nous? Qu'est-ce qui m'a manqué de chez moi? Bah, juste ma maison, quoi. Enfin, en fait, je peux pas pouvoir y aller parce que on est en train de refaire le toit de la maison et c'est pas fini. Oui, ce que j'allais dire, ça date depuis février 2024, non, cette histoire? Ouais, non, mais ouais, il y a eu des fuites et non, mais ça va être cool, mais c'est pas fini, donc
Donc, mais ça va qu'on a un autre endroit dans la même vallée, dans la station d'Isola. Mais ce que j'ai envie de plus, ouais, c'est un petit plat de gnocchi de mon ami Bépé, quoi. Eh oui. En plus, quand je suis là, il m'en envoie toutes les semaines de cette nouvelle recette en photo, tu vois. Ok. Le En fumier. photo, c'est moins, Ouais. c'est moins savoureux. Donc ouais, C'est en sûr. fait, j'ai juste envie de calme et de Mercantour. Mais ouais, rien de fou, tu vois. Des trucs simples. Et- Un peu de 4x4 dans le Mercantour. C'est vraiment des trucs simples, quoi. Tu vois, genre, voilà. T'as pas changé, ça t'a pas du tout changé Non, cet ouais, hard voilà. rock. Ouais. Un peu de C'est le même. Mais motocross, c'est la simplicité de qui nous l'hélicoptère caractérise. au-dessus des montagnes. Vraiment des trucs vraiment, tu vois, connexion nature, quoi. Simple. Les valeurs dans lesquelles on se retrouve. Merci beaucoup, Germain, pour ce hors-série partagé depuis le 19 février. Ça fait 5 mois. Je me suis vraiment régalé. Merci aussi à tous les éditeurs pour leur retour nombreux et unanime. Vous avez pris beaucoup de plaisir, j'ai l'impression, avec cette parole libre, libérée. Pas toujours sensée, on peut le dire, Non, mais quand même, qui venait avec le cœur et souvent un petit sourire pas très loin derrière. Donc, pas très loin. je suis très heureux Ben, qu'on ait merci à pu vivre toi. ce Franchement, moment. je me suis C'était régalé. chouette. Le cas de pouvoir échanger avec légèreté, mais sérieux, dans un podcast. Parler sérieusement sans se prendre au sérieux. Ouais. Et puis un podcast qui change du comment tu te sens, qu'est-ce que tu prépares. Ouais, voilà, j'ai l'impression que je l'ai fait 100 fois, ça. Donc, du coup, c'est vraiment cool d'avoir proposé ce format-là. C'était génial. Merci pour tout et merci pour tout même d'ailleurs. Et on se dit à très vite, évidemment. Évidemment. À bientôt. À bientôt. Le check de fin, Ouais. je l'aime pas C'est celui-là. pas C'est celui que midi, j'aime le mais- moins de tous. C'est pas midi, mais on peut le faire. Tac. Check. Salut Germain, rentrez bien. Merci. À très vite, surtout. Bye, c'était chouette. Bye. Bye. Et musique, attends. Ah oui. Musique maestro, on la lance. 1, 2, 3. Je peux mettre celle-là. Do you Ça va être dur believe? à Ok. retrouver, mais tu peux mettre celle-là. Si tu peux faire une cover de Cher aussi, j'achète. Il faudrait que je me fasse de la chirurgie esthétique. De la chirurgie. Oh, Oh, je pense qu'on va se quitter là-dessus. festival. Quand même, allez, On c'est va la meilleure. rester C'est là-dessus. la meilleure. Bon, Salut bah Germain, merci. très bien. Merci, c'était un régal.